On entend souvent ce proverbe: on peut sortir un juif du Maroc, mais on ne peut pas sortir le Maroc d'un juif. Eh bien, cette phrase, elle résume à elle seule une histoire de plus de 2000 ans. C'est un attachement si profond que même le temps, même l'exil, n'a pas réussi à le briser. On va explorer ensemble ce lien absolument unique en s'appuyant sur l'analyse de Hussein Melmoumen. C'est une question assez vertigineuse, non? Imaginez un instant devoir quitter le seul pays que l'on n'ait jamais connu. Et que des décennies plus tard, ce pays, eh bien, il vit toujours à l'intérieur de soi, peut-être même plus fort qu'avant. C'est vraiment ça le cœur de l'histoire de la diaspora juive marocaine. Pour bien comprendre, il faut savoir que ce lien ne date pas d'hier, loin de là. C'est une symbiose qui s'est tissée, qui s'est construite sur plus de 2 millénaires. L'histoire commence bien avant ce que l'on pourrait penser, dès l'époque de la destruction du Second Temple. Puis, au fil des siècles, elle s'est enrichie, elle est devenue plus complexe, notamment avec ce moment clé, 1492, l'arrivée des Juifs séfarades chassés d'Espagne. Et tout ça nous amène aux années 40, où la communauté juive marocaine était l'une des plus importantes et des plus florissantes du monde musulman. Une part essentielle, vitale de l'identité du pays. Le mot qui revient tout le temps pour décrire cette relation, c'est symbiose. Et ce n'est pas juste un joli mot. Ça veut dire qu'il ne s'agissait pas simplement de vivre les uns à côté des autres, mais de vivre ensemble. Musulmans et juifs partageaient les mêmes sons, les mêmes musiques, les mêmes marchés. Ils ont créé une culture judéo-marocaine qui est absolument unique au monde. Mais alors, que s'est-il passé? Si cette symbiose était si forte, pourquoi ce grand départ? C'est ce qui nous amène à la deuxième partie de cette histoire, un basculement démographique radical en plein cœur du XXe siècle. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est sidérant. On passe de plus d'un quart de million de personnes à peine 2000 aujourd'hui. C'est un véritable effacement démographique. La question, bien sûr, c'est comment a-t-on pu en arriver là? En réalité, il n'y a pas une seule réponse. C'est un peu comme une tempête parfaite. D'un côté, il y a des facteurs qui poussent au départ. Le Maroc est en pleine mutation, c'est la fin du protectorat, la montée des nationalismes, tout ça crée beaucoup d'incertitudes. Et de l'autre côté, il y a des facteurs qui attirent. L'appel puissant de la création de l'État d'Israël, mais aussi la promesse d'un avenir meilleur, de nouvelles opportunités en France, au Canada. C'est un mélange de peur et d'espoir qui a convaincu des milliers de familles de partir. Et pourtant, c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Car malgré ce départ physique massif, le Maroc n'a jamais vraiment été quitté. Il est devenu autre chose, une patrie immatérielle, une patrie de la mémoire. Pour bien saisir cette mémoire, il faut comprendre ce que représente le Mela. Ce n'était pas juste un quartier où on habitait, c'était l'épicentre de la vie juive marocaine. C'est dans ces ruelles, dans ces marchés que se sont forgés les sons, les odeurs, les traditions qui définissent encore aujourd'hui cette identité si particulière. Et c'est là que la magie opère. Le Maroc est devenu une sorte de patrie portable, une patrie qu'on emmène avec soi. Elle voyage dans les mélodies judéo-andalouses, dans l'odeur de la dafina du sabbat, dans les expressions d'un dialecte unique. Elle vit aussi à travers les pèlerinages, les iloulas, sur les tombes de saints, qui sont d'ailleurs souvent vénérées par les deux communautés. C'est un héritage qui se transmet non pas par la terre, mais par le cœur et les sens. Et on en revient à ce fameux dicton, très connu au sein de la diaspora, qui résume tout ça à la perfection. L'identité marocaine, ce n'est pas qu'une simple origine sur un passeport. C'est une naissance, quelque chose d'indélébile, peu importe où l'on se trouve dans le monde. Alors, est-ce que cette histoire n'est qu'une affaire de nostalgie, de souvenirs? Pas du tout. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Nous assistons aujourd'hui à une nouvelle phase, une sorte de retour de l'écho, une renaissance de cet héritage, au Maroc même. Ce retour s'est fait en plusieurs actes très forts. D'abord, un acte symbolique majeur. La Constitution de 2011 qui reconnaît noir sur blanc la composante hébraïque comme partie intégrante de l'identité marocaine. Ensuite, le concret, un immense programme de restauration de centaines de synagogues, de cimetières, de mélases pour sauver la mémoire de Pierre. Et enfin, le politique, avec des accords qui rouvrent les portes et facilitent les voyages, les échanges, les retrouvailles. Et pourquoi tous ces efforts sont-ils si importants? Parce qu'ils ne s'adressent pas seulement aux 2000 juifs qui vivent encore au Maroc. Non, ils parlent à plus d'1 million de personnes d'ascendance juive marocaine dispersées à travers le monde. Pour cette immense diaspora, voir son histoire, son héritage enfin reconnu et préservé dans sa terre d'origine, c'est un acte de réparation qui a une valeur inestimable. Et voilà, la boucle est bouclée. Le Maroc, qui habite les Juifs marocains, ce n'est pas seulement un souvenir nostalgique. C'est une terre d'origine, oui, c'est un immense paysage de mémoire, absolument, mais c'est aussi, et c'est ça la nouveauté, un lieu de reconnexion bien réel, un site d'avenir possible. Ce qui nous laisse avec cette dernière question, une question pour l'avenir.
En restaurant ce passé commun si riche, le Maroc est-il en train de planter les graines d'un nouveau futur, d'une nouvelle forme de coexistence? La réponse, eh bien, elle est en train de s'écrire, sous nos yeux.